Bien, le bonjour à vous en ce jeudi 6 août. Eh bien, une très belle journée s'annonce puisque la température variera entre 27 et on va dire 37 à 38 degrés à Oran et les environs. Eh bien, il sera question de parler de droit comme d'accoutumé, eh bien, de contrefaçon aussi de lunettes, eh bien oui, et leur nocivité sur les yeux. Et bien sûr, le mouvement associatif sera vraiment présent et on finira avec, bien sûr, beauté et musique. Mais avant de commencer notre direct, eh bien, je vous invite à apprécier ce beau poème populaire chanté par le grand maître. Eh bien, il est natif de Mostaganem, s'est imprégné très tôt de la beauté des textes du Melhoun. Cette belle poésie populaire, on nommerait Mazouz Bouadjedj. ويشوي الحيتان بالقدرة عايشين والموجات بلا زمان والموجات بلا زمان عدد الرملة والحجار واللي كاينين والموجات بلا زمان عدد الرملة والحجار واللي كاينين الصلاة والسلام هذا ما يخدم ندخلوا في كل حين الشهور مع العوام ما دامت عمره في الحياة طول السنين الصلاة والسلام صلى الله على صاحب المقام الرفيع والسلام على الطهر الحبيب الشفيع قد الشريف السوق واللي جاي يبيع قد ما قبضت اليد كفة بالجميع قد الداعي والمدعي ومنه سميع قد الطايع للخلق اللي هي الجري سريع قد الحلفة والدوم والزرعة والرضيع قد النوار فتحوا الكمام قد النوار فتحوا الكمام زهرت في الرياض تبارك الله منين ينشرها سيدي علام ينشرها سيدي علام عدد الرملة والحجار واللي كاينين الصلاة والسلام هذا ما يخدم بنخلو في كل حين الشهور مع العوام ما دامت عمره في الحياة طول السنين الصلاة والسلام صلى الله على الفارس المليح الوكيل قد ما يخلق الإله وما يزيد وما ينقص في كل يوم وما يزيد قد الفضة والنحاس والذهب والحديد قد ما يبعد في نهار حر الشديد قد ما لبست الأرض من لباس الجديد وما صبت المطار من سماها تفيد قد الصحوة مع الغيام قد الصحوة مع الغيام قد الرياح السبعة يجوا متابعين قد الطاير في الهوام. Sabar Jamila, c'est une belle chanson, hein? Oui, du terroir. Du terroir, vous avez aimé? Oui, bien sûr. Tout ce qui fait partie du terroir, ça fait partie de notre identité, donc on ne peut qu'aimer. Interprété aussi par un grand maître, oui, d'ailleurs. Tout à fait, du Chabi. Du Chabi, voilà. Mazouz Bouadjedj, à qui on souhaite un prompt rétablissement, d'ailleurs. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, avant de commencer avec vous, alors, est-ce que vous connaissez la région de Christelle? Oui, bien sûr. Que pensez-vous? Bah, c'est une région magnifique, donc elle a un cachet espagnol, hein. Voilà, effectivement. Voilà. Eh bien, je vous invite, chers amis téléspectateurs, de suivre Un lieu, une histoire. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir la belle région de l'Est oranais, Christelle, et on se retrouve juste après. Cap
sur Christelle, à quelques kilomètres de Ain Franin. Le village s'appelait Kerchetel, puis a été francisé en son nom actuel. Ce qu'on raconte, c'est que c'est des familles berbères. Il y en a qui disent qu'elles étaient 11, d'autres disent 30. Ces familles berbères se sont installées derrière les crêtes, dans une petite localité qui s'appelait Tesdout. Et ils ont vécu là-bas pendant plusieurs siècles. Et ils avaient remarqué qu'ici sortait une source qui a un débit très fort. Et grâce à l'eau de cette source, ils ont décidé de faire fructifier le maquis qui était là. Parce qu'en 1744, le gouverneur espagnol d'Oran, qui s'appelait Aramboro, avait signalé la présence de ce lieu comme étant un point où les navires pouvaient faire le plein d'eau et de légumes. Un monsieur qui habitait Tesdout, qui s'appelait Sabr Hmida, il a appelé les habitants de Tesdout à venir se rapprocher de leur jardin. Et c'est à ce moment-là que les premières maisons ont commencé à être construites ici. Et ce village s'appelait Christel. Et ça s'écrivait avec un CH au milieu. Je vous dis ça parce que le chercheur François Doumergue, qui a fait des fouilles ici, qui a découvert des outils préhistoriques dans la zone, au pied de Jbel Bouhechem, qui domine Christel. La présence humaine dans la zone date de la préhistoire. Parce qu'il y a eu déjà des outils qui ont été récupérés par les archéologues, dont François Doumergue. Et François Doumergue, en 1918, avait publié un article où justement il écrivait Christel avec un CH au milieu. Et c'est après 1918, je ne sais pas à quelle date précise, où on a transformé Christel en Christel. Les Français, hein. Mais les habitants autochtones disent toujours Christel jusqu'à nos jours. J'ai justement quelques amis ici. Justement, alors lesquels? Alors, ce sont des anguilles qui vivent ici, que les habitants de Christel respectent beaucoup. Ils leur ont même donné un nom, Serbah. Serbah qui vient du berbère Serbah, qui veut dire le bienfaiteur. Et en fait, cet animal est respecté parce que c'est un critère de pureté de l'eau. Tant que l'anguille vit ici, ça veut dire que l'eau est bonne. Si l'anguille déserte, ça veut dire que l'eau est polluée. Christel vit principalement de deux grandes activités. Le canal de l'eau ne passe pas loin et ce sont de petites parcelles. La bande côtière de Christelle abrite aussi de nombreuses plages. En fait, on l'appelle Deldeza, c'est parce que certains soirs, il y a une femme qui sort de la mer, qui monte sur le rocher et qui se lamente en tapant des pieds. Voilà, c'est les deux, c'est une légende. La crique d'après, c'est ce qu'on appelle Bnet Bouriesh, les filles de Bouriesh. On raconte que c'était un Français qui habitait ici durant la période coloniale, qui s'appelait Bouriache, Bouriège, je ne sais pas exactement parce que je l'ai eu juste oralement. Et on raconte que ce monsieur avait des filles. Alors selon celui qui vous raconte l'histoire, il en avait 3, 5 ou 7. Et puis un jour, les filles de ce monsieur sont descendues dans cette crique. La mère était très agitée ce jour-là. Elle jouait, puis la plus petite perd son peigne, qui tombe dans l'eau. Elle plonge pour le récupérer, elle est emportée par la mer. Sa sœur plonge pour la récupérer, elle subit le même sort. Et ainsi de suite, les 3, les 5 ou les 7 filles de Bouriesh meurent ici. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Bnet Bouriesh. Vous connaissiez un petit peu cette anecdote?
pardon, cette anecdote des je 3 filles pas. Bouriesh? Non, sincèrement, je ne la connaissais pas. D'ailleurs, je viens de vous dire, je viens d'apprendre quelque chose sur ma région que j'ignorais complètement. Et j'aurais aimé, c'est-à-dire que M. Abdelhak puisse écrire, éditer un livre dans ce sens. Parce qu'il a tellement d'informations d'une richesse incroyable. Hein. D'ailleurs, il a été l'un des fondateurs de l'association Bel Horizon, qu'on salue, Abdelhak. C'est un ancien journaliste aussi. Non, mais il est magnifique, hein, ah, oui. Voilà. Ah oui, très, et une très belle région aussi. Tout à fait, très belle magnifique. Très bien. Ouais. Eh bien, Jamila Sabar, vous êtes avocate à la Cour, notre conseillère juridique. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler de nationalité algérienne pour les Algériens établis à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, on a choisi le cas d'enfants algériens qui sont nés de parents algériens qui sont nés en France. Très bien. Alors, donc, on va dire 2 générations. Donc, la 3e génération, c'est des Algériens qui sont nés en Algérie. Les parents sont nés en France, les enfants sont nés en France. Donc, et eux, ils veulent avoir la nationalité algérienne. Alors, comment demander la nationalité algérienne dans ce cas-là? Très bien. Je vais expliquer quelles sont les procédures. Alors, quelles sont les démarches à suivre? Exactement. Voilà, démarches. À qui s'adresser déjà en premier lieu? Mais d'abord, je dois signaler qui a le droit de demander la nationalité algérienne. Allez-y. Voilà. Donc, concernant les enfants d'Algériens vivant à l'étranger, c'est-à-dire des 2 parents sont algériens. Donc, qui sont nés en France et bon, parce qu'il faut signaler aussi, on parle de la France, c'est parce que l'agglomération de la communauté algérienne, elle est beaucoup plus en France que dans d'autres pays. Mais ça s'applique sur les autres Surtout aussi, hein. Voilà. Donc, dans n'importe quel pays européen ou américain. Donc, les parents, pour les Algériens, les enfants nés des 2 parents algériens, pas un seul, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, hein, nés des 2 parents algériens, donc ils ont droit de demander la nationalité d'origine et non l'acquisition, hein, parce que l'acquisition c'est autre chose, d'origine par filiation, qui veut dire, c'est-à-dire il faut avoir 2 ascendants, les parents, c'est-à-dire on va jusqu'au degré des 2 ascendants. Ok, donc les parents et les grands-parents. Voilà. D'accord. Donc, quand ils sont d'origine algérienne, donc leurs petits-enfants ont le droit de demander la nationalité algérienne d'origine par filiation. Très bien. Dans le cas où il y a un seul parent algérien, la mère algérienne, le père étranger, donc ils peuvent la demander aussi d'origine aussi. D'accord, parce que l'un des parents est algérien. Avant, il n'y avait que quand il s'agit le cas. Il y avait avant, parce que avant 2005, quand le père était algérien, même si la mère était algérienne, elle n'avait pas le droit de donner la nationalité à son fils par filiation. Ah, pourquoi? Voilà. Donc, parce qu'en 79, l'Algérie a signé une convention internationale contre toute discrimination contre les femmes. Mais elle avait émis une réserve sur un article, c'est l'article 9.2, où la mère pouvait transmettre sa nationalité d'origine à son enfant. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait des conservateurs qui ne supportaient pas que la femme puisse donner la nationalité à ses enfants. Et ça a privé pas mal d'enfants. Ils en ont souffert, les pauvres. Ils en ont souffert, ils ont écrit au chef d'État et tout. Et alors, depuis, avant 2005 et tout, le gouvernement algérien, et d'ailleurs, alhamdoulilah, heureusement d'ailleurs, voilà. Pour nous. Donc ils ont demandé la levée de cette réserve. De la Convention internationale. Là. Donc, ils ont donné le droit à la mère de pouvoir transmettre sa nationalité à ses enfants. Et depuis, croyez-moi que le gouvernement algérien, avec ce genre Il en a fait des heureux. Il en a fait des heureux. Vous l'avez ôté de la bouche. Parce qu'il y avait plein d'enfants qui voulaient avoir. Parce que c'est une fierté de porter la nationalité algérienne aussi, et de faire partie de ce peuple. Tout à fait. Donc, voilà, en grosso modo. Concernant les démarches et la procédure, c'est simple. Il suffit de demander. Bon, il y a des conditions. Il suffit de faire une demande au ministre de la Justice. Ah d'accord. Directement, parce que c'est pas au niveau d'un tribunal, c'est au niveau du ministre de la Justice. Ministère de la Justice. Voilà, avec tous les documents
référence, c'est-à-dire sa mère, son père. Les actes de mariage, les actes de naissance. Tout à fait. Donc, les actes de décès, un dossier complet. Hein. C'est-à-dire il faut remettre, c'est-à-dire il faut essayer de peaufiner bien son dossier avant de le déposer avec la demande au niveau du ministère, pour qu'il n'y ait pas de rejet pour un document ou pour un autre. Exactement. Voilà. Donc, il est préférable d'ailleurs de constituer un avocat parce qu'il sait comment suivre la procédure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et tout ça. Alors, et quel est le dossier justement à constituer pour le dépôt de la nationalité algérienne? Donc, les actes de naissance des grands-parents, oui. des parents, oui. et des enfants. Du demandeur. Du demandeur, voilà. Donc, un casier judiciaire, normalement, parce que s'il n'est pas... Mais, bon, s'il a eu une condamnation à l'étranger, elle n'est pas prise en considération. Ah, d'accord. Voilà, donc il peut postuler, il peut demander, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est une condamnation qui n'a pas été prononcée sur le sol algérien. Sur le sol algérien. Voilà, donc il peut, et quand il demande, alors ça, ils ne le prennent pas en compte. C'est-à-dire, il y a ça, il y a surtout les actes, donc il y a des taxes à payer, des timbres fiscaux et tout ça, c'est assez simple. Hein. Il suffit de rentrer sur le site du ministère de la Justice, ils vont trouver toute la liste des documents et tout, c'est simple. Hein. Voilà. Très bien. Voilà, donc Alors, il les envoie par poste ou alors il y a un bureau ou alors au sein même de l'ambassade d'Algérie du pays où résident les demandeurs? Généralement, non. Pas d'ambassade, pas de consulat. Il y a ce qu'on appelle les courriers express. D'accord. C'est DHL et tout. Donc, ils payent, ils déposent directement au ministère de la Justice. Et ensuite, dans le cas où il n'y a pas de rejet, bon, ils peuvent, c'est-à-dire ils peuvent redemander une deuxième fois, dans le cas où on ne sait jamais. Mais dans le cas où il n'y a pas de rejet, donc l'accord est notifié au demandeur. Et ensuite, il peut même demander, en demandant la nationalité algérienne, il peut même demander le changement de nom. Il peut le faire en même temps. Parce qu'il y a des gens qui veulent changer leur nom. D'accord. Voilà. Ok, Voilà. très bien. Alors, ce qu'on a abordé maintenant, c'est le sujet, on va dire, le volet administratif. Tout à fait. Donc, sur le côté juridique, que peut-on dire sur ce cas, justement, de figure? C'est-à-dire pour les enfants nés de deux parents algériens. Deux parents algériens. Voilà, c'est simple. Sur le côté juridique. Oui, oui, tout parce à qu'il y a des enfants nés de parents algériens qui sont nés français, on va dire, parce que du moment que leurs parents, ils vivent déjà en France et ils sont nés sur le sol, on va dire, français ou belge ou je ne sais pas, dans un pays étranger et qui n'ont pas pu, jusqu'à l'heure de maintenant, ils n'ont pas pu avoir cette nationalité tant attendue d'ailleurs. C'est simple, ils formulent cette demande avec un dossier complet, c'est-à-dire des actes de naissance, de décès si leurs grands-parents sont morts et tout. Donc, ils le déposent au niveau du ministère de la Justice. Parce qu'il n'y a que c'est-à-dire c'est une prérogative qui revient au ministre de la Justice. Bon, il y a un conseil qui se réunit et tout ça. Donc, de là, donc ils vont étudier son dossier, ils vont voir l'affiliation et tout. Alors, et là, vous me tendez une belle perche, on va dire. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Normalement, c'est 2 mois. Normalement. D'accord. Mais tout dépend. On connaît, voilà, non, pas des cas, mais des fois, il y a une surcharge de travail au niveau du ministère, des demandes et tout. Donc, normalement, c'est 2 mois. Mais sinon, ça prend pas beaucoup de temps, normalement. Hein. Surtout maintenant. Maintenant, ça travaille, ça s'arrête pas. On sent qu'il y a une certaine fluidité dans le traitement des dossiers, des plaintes, des demandes au niveau du ministère de la Justice. Hein. On le sent. C'est tout de suite, il y a une grande fluidité. Moi, je la sens de par mes clients, de par nous-mêmes, par nos interventions, nos écrits et tout. Donc, normalement, ça ne dépasse pas 2 mois. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Donc, les démarches à suivre pour l'obtention de la nationalité algérienne, c'est juste rentrer sur le site, on va dire, du ministère de la Justice, c'est ça. Donc, ils vont trouver toute la liste des documents à déposer. Oui. Voilà. Mais ils commencent dès maintenant à faire retirer les actes de naissance de leurs grands-parents, les actes de décès s'ils sont morts. Les actes de mariage. De mariage, des parents et tout. Et même il y a des cas de figure, c'est-à-dire la mère qui vivait en concubinage
avec un étranger. J'allais vous soumettre, Oui, oui. d'ailleurs hier, pas hier, il y a plus d'une semaine quand même, il y a un Algérien qui vit en France, qui porte le nom de sa mère qui est française. Son père n'était pas marié avec sa mère. Sa mère est française. Elle est française, Et son père est algérien. Et son père est algérien. Très bien. Et lui, il aimerait bien avoir la nationalité algérienne. Alors, comment peut-il faire pour pouvoir avoir cette nationalité algérienne du fait que son père est algérien? Est-ce que son père l'a reconnu en tant que tel? Oui. Il a quelque chose qui démontre que c'est son père? Ah, je sais pas, Parce je ne lui ai qu'il- pas posé la Voilà, question. il porte le nom de sa mère française. Effectivement. Voilà, Oui. il est né en France. Il est né en France. Voilà, oui. mais est-ce qu'il a quelque chose qui prouve que c'est le fils d'un Algérien? Ah, je sais pas. Voilà. Je ne lui ai pas posé cette Voilà. question. Donc, J'ai il trouvé peut- vous ça pouvez- sur voilà. notre... Sur Il peut vous recontacter, vous donner s'il a quelque chose. J'espère qu'il est en train de nous regarder. Voilà, donc Voilà. s'il a quelque chose qui parce que c'est pas évident, hein, parce s'il portait le nom de son père, c'est-à-dire si la mère était algérienne et il avait porté le nom de sa mère, ça aurait été très facile. Hein. Effectivement. Voilà, il aurait hérité de sa mère, la nationalité. Effectivement. Facile. Pour les Algériens qui portent le nom de leur mère, je vais leur dire, même sans mariage, ils peuvent obtenir la nationalité algérienne, même s'ils sont nés à l'étranger. Hein, ça. Et même pour quelqu'un qui est de père inconnu, qui est né sur le sol algérien, a droit à la nationalité algérienne. Donc c'est le droit de sol. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc pour le monsieur, il n'y a aucun souci, on pourra le renseigner plus tard. S'il a un papier ou quelque chose, ne serait-ce qu'une reconnaissance chez le notaire que son père le reconnaît et tout, il reconnaît sa paternité. Là, il peut formuler une demande, un dossier pour avoir la nationalité algérienne d'origine, hein, même pas acquise. Hein. D'origine. Voilà. Eh bien voilà. Donc j'espère qu'il va nous recontacter pour nous donner quelques informations. Voilà. Il faudrait nous renseigner un peu plus parce qu'on ne connaît pas fait. vraiment votre cas. Voilà. Je sais très bien que vous êtes en train de nous regarder puisque vous êtes là à suivre chaque semaine notre passage et on vous salue alors, bon, je ne peux pas dire le nom, bien sûr, donc il est en France, à Paris. Voilà, on le salue et envoyez-nous un message quand même. Non, ça sera avec un message. plaisir de le Très bien. renseigner. Et d'ailleurs, on est au service des téléspectateurs. Donc, voilà, ils peuvent nous poser ce qu'ils veulent comme questions, proposer effectivement. des sujets à traiter et tout. Ça sera avec un grand plaisir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on vous donne rendez-vous lundi. Inch'Allah. On continuera le problème fait. de la question de la nationalité algérienne. Eh bien, sans plus tarder, est-ce que vous avez l'habitude de porter des lunettes de soleil? Oui, souvent. Souvent? Oui. Vous les achetez cher? Oui, très, parce que c'est d'origine. Et moi, j'ai peur. Eh ben voilà, comme vous avez peur. Comme les lunettes de vue aussi. Hein. Eh bien, Voilà. ça tombe très bien puisque notre journaliste Mansouri Boubacar est sorti pour nous faire un très joli reportage sur, on va dire, les lunettes contrefaites. On se retrouve juste après avec Dr Mahzouz qui nous parlera, on va dire, des répercussions de ces lunettes et de ces contrefaçons. Si vous utilisez des lunettes de soleil non homologuées, vous pouvez également souffrir de conséquences néfastes sur le long terme. Voilà pourquoi il est fondamental de porter des lunettes adaptées tout au long de l'année. باش تشريهم لك غاليين بزاف دروك تروح تشري وحدين بطي باينه بلي غادي عينيك يضروك غادي ما تجي تكبر غادي ما توليش تشوف النظر تاعك يقل بزاف. Elles présentent un danger réel pour les yeux. Les lunettes achetées en dehors des boutiques d'opticiens agréés sont sans nul doute dangereuses. Certes, leur look est souvent attrayant, leur prix abordable et les revendeurs en proposent une grande variété. هي النظارات الشمسيه المقلده ندير لنا اضرار كبيره للعين خاصه فيما يخص الشبكيه وهذه الاضرار اغلبها يعني اضرار لا يمكن تداركها سي سون دي ديغا ايريفيرسيبل ممكن ندير لنا سرطانات في الشبكيه تسبب المياه البيضاء لا كاتاراكت دير لنا دي فوتوكيراتيت دير لنا مشاكل تاع حساسيه على خاطر هذه النظارات هذه ما تصفيش الضوء الاشعه الفوق بنفسجيه تفوت كلها وتضرب العين تضرب الشبكيه. النصيحه اللي نجموا نقدموها هي انه المواطن يتقرب لاخصائي بصريات لوبتيسيان ولا لوبتوميتريست اللي تكون عنده سلعه مضمونه وذات جوده عاليه خاصه فيما يخص الزجاج يليق الزجاج يكون يصفي لي زيوت فيولي هذا هو الكاركتير الرئيسي تاع الزجاجه
طلبوا من هاد المرتادين حتى اللي تكون عندهم مواصفات طبيه باه يلجؤوا للمحلات متخصصه اللي عندهم اعتماد وين يقدروا يلبسوا هاد النظارات ويكونوا محميين. جو دون ان كونساي او جون اللي يبغوا يديروا هذا النوع من النظارات ماذا بيه يروح عند مختص والمختص يعطيه دي زوريجينو اي نون با دي لونات طوك اللي عندهم دي زيفي سكوندير وين يقدروا ياثروا له على عينيه. Les opticiens se disent inquiets par ce marché illégal. Les fausses lunettes sont sujettes à des risques dangereux pour les yeux, comme des brûlures ou encore des vieillissements accélérés des organes visuels. De plus, les économies faites sur une paire contrefaite n'en sont pas vraiment. Les dégâts qu'elles peuvent causer sont irréversibles et la vue, elle, n'a pas de prix. Effectivement, eh bien voilà, notre ophtalmologue justement qui est là, qui a commencé déjà à nous parler des, on va dire, des répercussions des lunettes contrefaites et qu'il ne faut jamais se fier à ces lunettes qui coûtent à bas prix. Hein? Docteur Mazouz Dalila, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à vous aussi. Je vous remercie d'abord, Imen, d'avoir pensé de faire diffuser la chanson de Mazouz Bouadjej, puisqu'il est natif de Mostagana, mais moi aussi je suis native de Mostagana. Ah d'accord. Ça m'a fait un beau cadeau, c'est très gentil à vous. D'accord, vous avez aimé alors? Très. Ah ben ça nous fait plaisir de vous avoir fait plaisir. Merci. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez fredonné quelques paroles de cette belle chanson? J'ai des chansons en tête, pas celle-là particulièrement, mais j'ai quelques chansons en tête. Très bien. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des lunettes contrefaites. Alors, quels sont les graves risques de cécité entraînés par le port de lunettes contrefaites? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons d'abord dans un pays qui est très ensoleillé. Et le port de lunettes solaire, une lunette solaire va protéger l'œil des radiations dangereuses, entre autres les infrarouges et les radiations ultraviolettes, en sachant très bien que les UV sont plus dangereux que les infrarouges. Quand la personne porte des lunettes solaires homologuées, donc dans les normes normales, si vous voulez, dans les normes précises ou internationales, le verre solaire constitue un filtre, donc il va freiner la pénétration des UV au niveau de l'œil. Ça, c'est dans une situation normale. Il protège l'œil. Tout à fait, tout à fait. Et quand la personne, par contre, porte des lunettes solaires non homologuées, il s'agit en fait d'un verre seulement qui est teinté seulement. Donc, ce n'est pas un filtre, c'est un verre qui est seulement teinté. L'œil va se retrouver dans une situation d'obscurité. Donc nous avons à l'intérieur de l'œil, nous avons la pupille qui est le centre de l'œil. La pupille dans une situation d'obscurité va se dilater et en se dilatant, donc elle va laisser passer non seulement la lumière nécessaire pour la vision, mais également les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Donc ces radiations dangereuses vont arriver au niveau de la cornée, provoquer certaines pathologies, on va en parler après. Sinon, elles vont ensuite être freinées par le cristallin et vont être accumulées au niveau du cristallin. Je vous expliquer après ce que c'est que le cristallin. Et après, si elles ne sont pas suffisamment freinées par le cristallin, elles vont arriver à l'arrière au niveau de la rétine et particulièrement au niveau du centre de la rétine et provoquer une pathologie grave. Aïe. Donc, c'est vraiment à déconseiller. Tout à fait. Ces lunettes qu'on trouve, on va dire, à la portée de tout le monde, et même étalées sur des tables, à l'extérieur, sans protection. Même dans les marchés parfois, même dans les marchés. Voilà, très bien. Alors, et que se passe-t-il, on va dire, le danger primaire de ces lunettes contrefaites qui agressent l'œil? En fait, les complications peuvent se situer à plusieurs niveaux. D'abord, tout à fait à l'extérieur, on peut avoir une photophobie, ça veut dire une augmentation de la sensibilité à la lumière. Ce sont des personnes qui ne supportent pas la lumière, donc ils ont toujours des yeux comme ça. Oui. Voilà. Il peut s'agir de sécheresse oculaire, l'œil peut devenir sec. Le premier élément qui va s'assécher, c'est la cornée. Et nous savons très bien que pour avoir une vision nette, nous devons avoir une lubrification de la cornée et cette lubrification peut être freinée par la lumière excessive. D'accord? Ça, c'est la sécheresse. Ensuite, plus en arrière, il y a le cristallin qui peut être donc endommagé par les radiations et provoquer une cataracte qui pouvait être préexistante et aggravée ou bien provoquée par les radiations. Ah, très bien. Eh bien, on va tout de suite
parler. Alors vous allez nous montrer un petit peu du cristallin. Ça s'ouvre en deux. Voilà. Ça s'ouvre en deux. Je vais essayer. Ah, ça s'ouvre en deux. Ah oui, ça s'ouvre. Vous nous avez carrément ramené l'œil. L'œil, voilà. Alors ça, c'est la cornée. Donc je montre. Ça, c'est la cornée. La cornée de l'individu, ça c'est une cornée qui est transparente, complètement transparente. Transparente, c'est celle qui protège l'œil, c'est celle qui se trouve complètement à l'extérieur. Et donc, s'il y a des radiations, le premier élément qui va essayer de freiner, c'est ça déjà. Il va essayer de freiner. Mais comme c'est un élément transparent, donc forcément, tout va passer. D'accord. Ensuite, il y a le cristallin, c'est ça le cristallin. Ça, c'est une lentille biconvexe qui se situe à l'arrière, d'accord. Et donc ça, c'est la lentille qui va essayer également de freiner. Mais en fait, tout va s'accumuler au niveau de ce cristallin, qui à l'origine et à l'état physiologique normal est complètement transparent pour laisser laisser la lumière pénétrer et donc assurer la vision. Mais quand les UV vont être stockés dans le cristallin, ce cristallin qui normalement est transparent va devenir de plus en plus opaque et provoquer une cataracte, qui à la longue, donc soit provoque une baisse de l'acuité visuelle, soit provoquer carrément la cécité. Sauf ce qui n'est pas dangereux, c'est que la cataracte a un traitement, il est bien entendu chirurgical, mais le patient récupère intégralement sa vision le jour où il est opéré. On lui enlève sa cataracte et récupère complètement sa vision. Et ça prend beaucoup de temps pour récupérer une vision? Le lendemain. Ah! Oui, on l'opère aujourd'hui, le lendemain on enlève le pansement, le patient est content. Eh bien voilà, on est tous contents. Il voit déjà mieux son chirurgien. Ah, parce qu'il ne le voyait pas auparavant. Très bien. Mais sinon, est-ce que je peux continuer pour les... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ensuite, nous avons ici l'humeur vitrée. Donc c'est un corps également transparent. C'est un gel qui est complètement transparent. Donc la lumière va passer à travers le cristallin, à travers le vitré et arriver carrément au niveau de ce qu'on appelle la rétine. Alors ça, c'est le danger. Le danger, pourquoi? Parce que la rétine, c'est la couche sensorielle. Donc ce sont les cellules nerveuses qui, elles, vont assurer la vision. Si les UV arrivent au niveau du centre de l'œil, donc c'est le centre optique ici, une région qu'on appelle la macula, ces cellules rétiniennes vont s'abîmer une à une, jusqu'à donner ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire. Et cette dégénérescence maculaire va donner d'abord au début une petite tache au début, une petite tache centrale. Donc le malade va pouvoir voir sur la périphérie et au centre avoir une tache qui le bloque, qui l'empêche de voir ce qui se passe au niveau. C'est ce qu'on appelle, nous, en ophtalmo, un scotome central. D'accord. Mais par la suite, ça peut aller dans des dégâts un peu plus sérieux. Et quel est le traitement pour cette pathologie? Alors, le traitement de cette pathologie, malheureusement, c'est la première cause de cécité dans les pays développés. Il n'y a pas de traitement. Il y a certains traitements actuels, mais qui ne permettent pas de récupérer une vision intégrale. Impossible. Il y a des voies de recherche sur ça, il y a la recherche sur une rétine artificielle, la recherche sur la génétique, beaucoup de voies de recherche, mais jusqu'à l'heure actuelle, rien. Il y a des implants aussi, j'ai oublié d'en parler, il y a des implants rétiniens. Oui. L'implant rétinien, non mais c'est un implant rétinien, il y a eu quelques cas d'essai, mais ça a été plutôt essayé, si vous voulez, sur des patients qui étaient en état de cécité. Donc ça leur a permis de retrouver une petite vision qui leur permet de déambuler, mais pas de retrouver l'intégralité de... J'avais lu, docteur, sur les réseaux sociaux, justement, qu'il y a eu une expérience faite, je pense, soit en Allemagne, soit aux États-Unis, je ne me rappelle pas bien. C'est qu'ils ont pu mettre au point une petite caméra. C'est ça. Voilà. Et on peut éventuellement voir, mais pas en couleur, c'était en noir et blanc. C'est ça. Bon, c'est toujours ça. Mais de toute façon, la science, elle est toujours en progression. Il y a même des lunettes super adaptées, si vous voulez, aux basses visions. En fait, il y a carrément ce qu'on appelle des études sur la basse vision, et donc permettre aux gens qui ont une vision très très basse de retrouver au moins une acuité visuelle qui leur permet d'avoir une autonomie, du moins, au moins être autonome. Ah d'accord. Voilà. Très bien. Vous continuez? Je pense que j'ai tout dit par rapport aux pathologies. Très bien. Eh bien, il faut savoir aussi que les lunettes ne sont pas uniquement un accessoire qu'on met avec la tenue qu'on met, que ça soit assorti. Exactement. Alors, les lunettes, ils sont très importants pour la protection de l'œil. Oui. Moi, je voudrais
revenir sur quelque chose. En fait, quand je prescris des lunettes de correction, le patient me demande est-ce que je peux porter des lunettes solaires. Donc je lui dis oui, il faut porter des lunettes solaires puisque nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de soleil déjà. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne pourrais pas lui répondre par rapport à la qualité des lunettes de solaire. Il me dit, est-ce que vous pouvez me dire si ces lunettes de solaire sont conformes ou pas? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, bien entendu, mais par rapport aux renseignements que j'ai pu avoir de chez les opticiens et les lunetiers, ce que je sais, c'est que les lunettes solaires qui ne sont pas homologuées seraient, je dis bien seraient, en général un peu plus légères, et les connaisseurs arrive toujours à discerner ou distinguer tout de suite une vraie monture originale d'une monture contrefaite. D'accord. Et en plus, il y a des appareils, on m'a montré une fois un appareil où on fait rentrer le verre et on peut tout de suite savoir si c'est un verre qui est vraiment anti-UV ou pas. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Et je voulais aussi parler de la protection des yeux des enfants. C'est très important. Les enfants, parce que nous, on a tendance à dire lunettes solaires pour l'adulte, mais en fait, les rayons ultraviolets infrarouges s'attaquent aux yeux des enfants et des adultes. Parce qu'on a vu quand même des parents acheter des lunettes à 2 balles, on va dire, aux enfants, comme si c'était des jouets, justement. Oui. Non, ça c'est très dangereux aussi. Et je voulais aussi attirer l'attention sur le port de lunettes solaires pendant l'hiver, puisque nous avons aussi des hivers qui sont très ensoleillés. Effectivement. Et donc ne pas se dire porter des lunettes solaires seulement en été, mais plutôt également pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Toute l'année. Très bien. Donc merci, Dr Mazouz. Ce fut un plaisir. C'est le plaisir. Et merci aussi pour vos explications sur, on va dire, la complexité de l'œil. J'espère que j'ai été assez claire et précise dans mes renseignements. Très précise pour le sujet. Merci. Merci. Eh bien, attention aux lunettes contrefaites. Merci. Hein? Merci. Très bien. Alors, vous savez très bien qu'on était en confinement. Oui, tout à fait. D'accord. On l'est toujours d'ailleurs. D'accord. Alors, il y a eu aussi l'interdiction des transports en commun à un certain moment, puis la réouverture progressive de ces, on va dire, la permission progressive de ces transports en commun, notamment les taxis. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle réglementation? Oui, il me semble avoir compris que le chauffeur de taxi ne pouvait prendre qu'un seul client. Effectivement, eh bien, je vous invite à suivre avec nous le sujet fait par Souad Benatiya. On se retrouve juste après. Merci. La reprise de l'activité des taxis qui se limite au périmètre de la wilaya d'Oran porte en élaboration d'une feuille de route des mesures de précaution. Étant donné que l'activité est un vecteur d'infection non négligeable et que ce mode de transport doit être soumis à un protocole de santé strict. نشكر جمعية اتحاد تاكسي وهران على هذه المبادرة التحسيسية من انتشار وباء كوفيد 19 ويعطيكم الصحة وماذا بينا ناخذ حذرنا من هذا الوباء. وراه عاونتنا اللجنة الولائية بهذه الكمامة وعطاتنا منشور باش نعرفوا شنديروا فيه الوقايه معنا مع الزبون مع الاسره. لا ماجوريتي تاكسيير راهم زعما الله يعطيهم الصحه نوجههم تحيه في هذا المنبر زعما باللي راهم دايرين لي كونسيون تاعهم وما ماناش نشوفوا تجاوزات ولا مام سي يكونوا راكبين ولا ما مش يبغوا يقارونا ولا يحبسوا يقول لنا سمحوا لي راني مركب زعما وحدينا ما نجموش نديباسو النوم اللي راهي اكزيجي عليهم المينيستير تاع الترونسبور. Les chauffeurs de taxi doivent respecter les conditions suivantes: la mise en place d'une vitre de protection en plexiglas entre le conducteur et le client, le port obligatoire de masque pour le conducteur et le client, la mise à disposition du client de la solution hydroalcoolique et interdiction de transporter plus d'un client. الهدف تاعنا باش نوعوا المجتمع المدني باللي باش نقصوا من انتشار الوباء في بلادنا وبغينا نشاركوا سائقي سيارة الأجرة في هذه المبادرة باش يكون هو ثاني عضو ناشط في هذا الأمر. سائق سيارة الأجرة بدوره يوعي الزبون في ارتداء الكمامة إجباري وفي النظافة وبالتعقيم اليدين واللوازم السيارة
وبهذا نكونوا ان شاء الله ادينا دورنا، وراح نكون هناك مبادرات اخرى ان شاء الله في المستقبل للتوعيه من هذا الفيروس حتى نقضوا عليه ان شاء الله تماما. Les conditions sanitaires et préventives susmentionnées, ajoutant que le non-respect de ces règles entraînerait l'arrêt immédiat de cette activité et des sanctions seront appliquées conformément aux lois en vigueur. Des sanctions qui vont être prises, des lois en vigueur, hein, Houari? Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Sur le respect de la réglementation des taxis? Oui, oui, bien sûr. Avoir un seul, on va dire, un seul client par course, le plexiglas qui un petit peu, c'est une protection du conducteur et du client, le port du masque, le gel hydroalcoolique. Oui, c'est des procédures à prendre au sérieux puisque on voit que le virus prend des proportions alarmantes. Donc il faut que le citoyen, il faut que les taxieurs prennent des mesures afin qu'on limite un petit peu la progression du virus, du coronavirus. Donc de la télévision. On lance un appel à tous les citoyens, aux taxieurs, de prendre toutes les dispositions afin que, Inch'Allah, de protection, voilà, Inch'Allah, Ya Rabbi. Eh bien, voilà, Houari Yahyaoui, vous êtes coordinateur du réseau Éco-Citoyenneté. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné du chargé de communication justement du réseau Éco-Citoyenneté, Riyad Khedim. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous ai connu sous la casquette de Bel Horizon. Exactement, oui. Hein? Oui. Voilà. Donc, alors, combien d'associations font partie du réseau Éco-Citoyenneté? pour l'instant, nous sommes à peu près à une quinzaine, presque une vingtaine d'associations. Donc, pas forcément des associations de l'environnement, de la protection de l'environnement, mais aussi des associations sportives, des associations culturelles, des associations pour la protection du patrimoine, comme vous l'aviez si bien dit, Bel Horizon et tout, qui fait partie du réseau Éco-Citoyenneté. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que le réseau Éco-Citoyenneté ? Alors, le réseau Éco-Citoyenneté, c'est un réseau qui regroupe plusieurs associations et qui est active dans le domaine de la protection de l'environnement. Donc, quand on dit environnement, on dit tout, santé, sport, culture et tout, parce que ça englobe tout. Donc, nous activons un petit peu dans des communes, dans des cités, et il y a des échanges qui se font à travers ces associations dans différents domaines. Et le plus important, c'est de changer le comportement du citoyen envers son environnement. D'ailleurs, vous voyez que chaque fois, on en parle de la saleté des cités, de la saleté des plages. Dernièrement, il y avait les trucs, les forêts, les feux de forêt et tout. Oui. Et c'est des gestes qui sont commis par des citoyens qui laissent qui mettent des barbecues, qui laissent le feu, ils n'éteignent pas le feu avec de l'eau. C'est de la négligence. C'est de la négligence. Voilà, donc nous, on travaille dessus afin que le citoyen change son comportement envers son environnement. Très bien. Alors, quelles sont les missions primaires du réseau Éco-Citoyenneté ? Justement, pour arriver à cela, c'est-à-dire parce que je vais ajouter ce qu'il a dit Yahyaoui, nous sommes un groupe d'associations. Notre préoccupation majeure, c'est la préservation de l'environnement. Donc, le réseau, composé d'une plus de vingtaine d'associations, il a plusieurs axes. Parmi ces axes, c'est d'organiser plusieurs campagnes d'information et de sensibilisation, on va dire des caravanes. Justement, à l'occasion, on a commencé cette caravane au début de l'été. Caravane pour la préservation de l'environnement. Après, nous sommes partis dans les quartiers. Nous avons fait plusieurs campagnes de préservation de propriété, pour la propriété, pour l'environnement. Aussi, on fait des campagnes de reboisement, de plantation d'arbres au niveau des espaces verts, où on fait même des propositions pour aménager quelques espaces verts. Et aussi, des fois, on fait des journées
des journées d'études où on présente, on va dire, on fait des expertises campagnes scientifiques. de sensibilisation. Voilà, au niveau même des lycées, au niveau des maisons de jeunes. Et aussi, comme on a dans le réseau plusieurs associations qui sont des experts, des associations qui font des éditions des livres ou des guides, on fait des fois des présentations sur des nouveaux livres qui s'intéressent au patrimoine naturel. Au patrimoine, justement, parce que vous faites déjà partie de l'association Bel Horizon qui œuvre justement à la sauvegarde du patrimoine. Justement, à l'occasion de l'association Bel Horizon qui est membre au réseau Éco-Citoyenneté, par exemple, on a présenté le livre de notre paysagiste Semil Slama. C'est un livre très intéressant qui s'intitule Les arbres remarquables d'Oran. Donc, en fait, c'est-à-dire c'est un groupe d'associations qui plaide, qui sensibilise pour la sauvegarde de notre beau patrimoine naturel. Alors, parlez-nous de l'opération des 40 bouteilles. Ah, des 40 bouteilles qu'on a fait déjà avec la direction de l'environnement. Et c'est très... Moi, j'ai trouvé que c'est très ingénieux et c'est très intéressant aussi. Ça a donné un impact important. Exactement. Puisqu'on a travaillé avec la direction de l'environnement par le biais du Centre d'enfouissement technique. Oui. Puisqu'on a fait une réunion avec eux et il a été question qu'on fasse un grand boom sur comment informer les citoyens à faire le tri de la bouteille en plastique. Qu'on jette. Qu'on jette. La bouteille en plastique, c'est de l'argent. Tous les déchets, c'est de l'argent. C'est de l'argent, voilà. Exactement. Voilà. Donc, on a annoncé, et c'est magnifique, puisque maintenant on a les réseaux sociaux, on arrive à transmettre nos appels. Et ça a donné une grande réponse de la part des citoyens. Les citoyens, ils ont adhéré à cette politique. Et en plus, avec le coronavirus, puisqu'on a transformé les bouteilles en plastique en visières. Et ce qui était intéressant, c'est que le CET, en contrepartie, donnait des bavettes aux gens qui ramenaient les bouteilles en plastique. Donc, jusqu'à ce jour, les gens nous appellent et demandent. Mais il y a un point très important qu'on voudrait aborder, si vous le permettez. Oui, bien sûr. C'est de créer ce qu'on appelle des mini-centres de tri au niveau des quartiers. Parce que nous avons maintenant presque, pour la commune d'Oran, nous n'avons qu'un seul centre de tri, qui est celui de Jdida. Donc nous espérons... On a reçu d'ailleurs la directrice ici. Justement, c'était convenu avec la directrice de l'environnement de créer des mini-centres de tri au niveau des quartiers ou bien au niveau des communes. Comme ça, ça va permettre aux citoyens d'adhérer plus, puisqu'il n'a pas besoin de se déplacer jusqu'à Mdijida pour remettre les bouteilles en plastique. Et on va plus, parce qu'un jour, ça va disparaître le virus, et on va aborder d'autres tris, par exemple, comme les canettes, le papier et tout. Et ça rentre dans la culture, ça rentre dans le travail que nous menons, nous, en tant que réseau, afin d'inculquer aux citoyens cette culture de tri. Parce qu'il est très, très important de faire le tri à la maison avant qu'il soit jeté dans les poubelles. Alors cette opération d'ailleurs, c'est 40 bouteilles, un masque. Voilà. Au début, c'est-à-dire encore une fois que cette expérience nous a montré la solidarité des Algériens, surtout lors de la maladie du corona, parce qu'au début, il y avait la formule lancée par le CET et la direction de l'environnement, 5 bouteilles est égal 4 visières. Donc les gens on voulait contribuer pour cette armée blanche, nos amis les médecins, pour donner ces visières. Après, il y avait la formule de 40 bouteilles, donne un masque c'est-à-dire qui est utilisable pendant 15 jours, 15 fois. Mais nous, en tant que réseau, c'est-à-dire déjà, on a entamé cette campagne pour promouvoir la culture du tri sélective. Donc, on a plusieurs objectifs qui rentrent sur cette activité. Et on a vu un grand impact sur les réseaux sociaux, même sur... si vous partez sur place au CET, vous allez voir une chaîne de voitures pour donner des bouteilles. Ça fait plaisir, c'est-à-dire... Je voulais ajouter quelque chose qui est très important. Quand on fait de la récupération des bouteilles en plastique, ça va encourager les jeunes qui sont à l'université de créer, c'est de la création de l'emploi, de créer des entreprises
pour la récupération des déchets. C'est très important. Effectivement, voilà. C'est un bon projet. C'est un bon projet, voilà. Une proposition avec un certain opérateur, c'est-à-dire ils disent que s'il y a un comité de quartier qui veulent aménager un espace, il est prêt de récupérer les bouteilles et lui, il va sponsoriser pour acheter des arbres. C'est une bonne chose pour les gens de la cité, par exemple. De la cité. D'ailleurs, il y a eu des initiatives de la part des citoyens. On s'est déplacé à la commune de Tlilet et on a trouvé des comités, des jeunes qui ont créé des petits bacs spécialement. C'est eux qui l'ont créé avec le propre argent, de créer des petits bacs pour le jet le tri des bouteilles dans ces bacs. C'est magnifique. Et pour cela, on remercie aussi la direction de l'environnement qui travaille tout le temps en partenariat avec le réseau. Pour cela, on a proposé par exemple, pourquoi pas, lors de la prochaine rentrée professionnelle avec la direction de formation professionnelle et la direction de l'environnement avec le réseau, de faire une promotion pour la fabrication de ces bacs, spéciaux. Pour chaque quartier, il aura un bac spécial parce qu'on a eu ce problème. Les gens demandent comment faire pour transporter les bouteilles. Et là aussi, on remercie notre partenaire des sociétés, par exemple, la société de Bounif, qui nous a fourni beaucoup de camions. Donc, c'est-à-dire il faut vraiment réfléchir comment organiser cette opération, parce qu'on a vu un engouement. Et c'est très important parce que Oran s'apprête à un grand événement, qui est les Jeux méditerranéens 2022. On espère Oran d'être une ville verte. Voilà. Effectivement. Alors, vos projets? Alors, nos projets, c'est-à-dire de continuer à travailler la sensibilisation, de responsabiliser les citoyens dans leur cité, de s'engager dans la propreté. Est-ce que déjà à l'heure actuelle, est-ce que les citoyens des cités, des quartiers répondent à vos attentes? Alors, s'il permet, M. Khaddam, cette semaine, on a été émerveillés par, si vous permettez que je cite la cité des Falaises, on était émerveillés pour ce qu'ils font comme travail à l'intérieur de leur cité. Ils boisent, ils arrosent, ils font des trucs pour le sport, et ils font les carrés potagers qu'on va développer au niveau de la ville d'Oran. On les a vus même avec des bavettes. Avec des bavettes, voilà. Et ils respectent aussi la distanciation. Et le plus important, Imen, si vous le permettez, on a trouvé des enfants en train d'arroser les plantes et les arbres et tout, et de nettoyer aussi. À l'occasion, je vous assure qu'on a des messages quotidiens pour qu'il y a des gens de différents quartiers, de différentes wilayas d'Oran qui disent voilà, venez chez nous, vous êtes en train de nous donner cette énergie positive. Et mine de rien, on a encadré, quelques comités de quartier, on va dire, le quartier des Achalem, le quartier des Falaises. Il y a des gens qui veulent s'organiser au comité de quartier, en association. Et moi, je vais dire que notre réseau s'appelle Éco-Citoyenneté. Oui. Si on parle de citoyenneté, c'est des droits et c'est des devoirs. C'est vrai, on a le droit d'avoir un environnement sain, mais aussi on a le devoir de préserver cet environnement pour qu'il reste sain. Effectivement. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à vous investir un peu plus dans les anciens quartiers d'Oran, tels que Sid El Houari, tels que Derb, tels que El Hamri, tels que Mdine Jdida, tels que... Derrière moi, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, au niveau de Sid El Houari, ils ont commencé déjà à changer le visage de Sid El Houari. Il y a d'autres cités qui sont en train de faire un effort important pour changer. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont en train de jouer un impact magnifique pour changer le comportement des citoyens. On voit maintenant... Changer même les mentalités, non? Et il faut en parler aussi, Imen, qui est très important. On parle que des associations, on parle que des groupes bénévoles. Des groupes bénévoles qui font des trucs magnifiques pour changer un petit peu le cadre de vie de leur cité ou bien de leur commune ou bien de leur quartier. C'est très important. On réfléchit même, on réfléchit même de former des guides de la nature. Voilà. Des guides de la nature. Ça c'est la fonction de Bel Horizon, puisque vous avez été justement en tant qu'association la première association de la formation des guides des monuments historiques. C'était en 2002, je pense, c'est ça? Voilà. Si ma mémoire est bonne. Exactement. Et on a formé aussi des guides de la nature. Et on va donner l'expérience de cette association pour les autres associations du réseau. Parce que aussi,
on est là pour alerter, parce que moi ou Yahyaoui ou les autres membres de réseau, notre téléphone des fois s'arrête pas. Allô, il y a un arbre qui s'est coupé ici. Allô, il y a au niveau de lac. C'est-à-dire, nous sommes tout le temps sollicités pour ça. Notre rôle, c'est d'accompagner ces jeunes. Notre rôle, c'est d'être complémentaire avec les autres organisations, et notre rôle aussi de sensibiliser autant de jeunes. Nous sommes là pour drainer les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants, pour, j'espère qu'Oran aura 1 million d'amis pour la nature. Ça c'est certain, pas seulement 1 million d'amis pour la nature, beaucoup plus, moi je pense. Hein. Si vous permettez, Imen, il y a un point très important. Allez-y. Non, allez-y. Il y a un point très important qu'on doit en parler, c'est le sachet en plastique qui rend le paysage qu'on regrette un petit peu. Et on souhaiterait, à travers le réseau, de lancer une pétition pour essayer de réduire l'utilisation des sacs en plastique. Et c'est très important, puisque le président de la République, lors de sa sortie... Et c'est très nocif justement pour la santé. Voilà, bien sûr, c'est nocif pour la santé. D'ailleurs, le président de la République, il a déjà bien précisé, lors de la sortie du Salon national, il a parlé d'essayer de réduire au moins dans les boulangeries, d'utiliser les sacs en plastique dans les boulangeries et tout. Donc nous activons sur ça. Il y a des pays voisins qui ont déjà pris des décisions. On espère, avec le réseau, avec les pétitions, avec l'adhésion de tous, afin de réduire l'utilisation des sacs en plastique. Merci beaucoup, Monsieur Yahyaoui, ce fut un plaisir. Merci aussi. Monsieur Khadim. Je ne sais pas pourquoi je dis Khadim, alors là, et pourtant on se connaît depuis longtemps. Merci à vous de m'avoir invité à cette émission. Merci et bonne continuation. Je voulais dire qu'il ne faut pas oublier les partenaires des médias qui nous aident beaucoup, à la télévision algérienne, beaucoup de télévisions. Eh bien, on est là, on répond toujours présent, parce que ça, c'est pour nous. D'ailleurs, c'est pour notre bien-être, d'ailleurs. Alors, Cheb Mami, vous aimez? Bien sûr. Quelle est la chanson que vous préférez? Sakhatri. Sakhatri, on vient de l'écouter la dernière fois. On n'a pas ou Sakhatri. Il n'y a pas de Sakhatri, il y a Bladi, il y a le Jazair. Je vous laisse avec Cheb Mami. بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت روح لها صاير ولفت كيف سهل وفرقت نقدر عنه ولفت كيف سهل وفرقت نقدر عنه عودة خضراء
فراقك انا قدرت عنه ويلفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه. En fait, vous la chantez mieux que moi. هي الجزائر وعليها وراني حاير وبغيت نروح لها صاير ونفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه ونفك كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه. عطيني وعد كبير وعد كبير. Bledi, هي الجزائر. Alors Nagias, vous avez aimé la chanson? Ah oui, bien sûr. J'aime beaucoup Mami. Ah bon? Oui. Et vous aimez qui encore? Dans le demanderai? Bien sûr, comme Khaled, Mami. زاوينية. Ben oui, c'est une grande, c'est la diva de la chanson Raya. Cheb Hasni, voilà, Cheb Hasni, effectivement. Quelle est la chanson que vous aimez pour Cheb Hasni? Talria Bekarzeli. Vous la connaissez? Un petit peu. Vous pouvez chanter un petit peu? Ah non, j'ai pas quand même la voix humaine. Très bien. Alors vous nous avez ramené justement une nouvelle technique aujourd'hui. On va parler du Baby Glow. Baby Glow, oui. Alors le Baby Glow, c'est un maquillage semi-permanent. Alors, c'est des pigments qu'on doit être pénétrés à sur la surface de la peau, c'est-à-dire sur l'épiderme, pour avoir un teint net et clair. C'est-à-dire le but d'unifier le teint et avoir... un teint en porcelaine. Voilà. D'accord. Alors, sans plus tarder, Najat Bilbia, parce qu'on reviendra vers vous, on vous propose ce sujet sur l'application du Baby Glow et on se retrouve juste après. Alors, le Baby Glow, c'est une technique qui consiste à effectuer un soin ou un traitement à la peau de notre visage, ayant pour principal objectif d'hydrater la peau, de masquer les imperfections cutanées, d'unifier le teint et lui redonner instantanément de l'éclat et de conserver ainsi une peau éclatante et royante durant de l'année. Donc, ce cas, vous n'avez plus besoin d'utiliser un fond de teint quotidiennement, un fond de teint de bonne mine. La révolutionnaire technique de beauté de Baby Glow se charge de faire ça à votre place. Alors, le Baby Glow, c'est un processus qui groupe à la fois une mésothérapie ou bien un micro-needling avec le maquillage semi-permanent, permettant alors d'obtenir ou bien d'apporter une bonne hydratation à notre peau. Alors le Baby Glow s'adresse à toutes les femmes qui se trouvent un teint net, qui possèdent une peau fripée, froissée, terne, avec des rides, des ridules, des poches, des cernes, des cicatrices, ainsi que les ridules, le relâchement cutané dû au vieillissement de la peau avec l'âge. Déconseillé aux femmes enceintes, les femmes diabétiques, aussi les femmes ayant cancer ou bien des tumeurs, les femmes sous traitement anti-inflammatoire. Donc il faut pour acné vif, les femmes qui ont des acnés vifs, il faut voir un dermatologue pour un traitement intense.
selon le choix de la cliente. Il y a des clientes qui cherchent par exemple l'éclaircissant, il y a des pigments éclaircissants. Il y a des clientes qui veulent par exemple un fond de teint selon leur type de peau. Donc l'un des grands avantages du BB Glow est que vous ferez des économies considérablement en matière d'achat de produits de beauté. Et c'est également un gain de temps pour les femmes qui ne trouvent pas le temps de se préparer tous les matins durant des heures. C'est entre 4 séances, intervalle de 15 jours. On applique l'application, la première application, 15 jours. On peut mettre la deuxième, ainsi de suite. Donc, selon le choix de la cliente, il y a des clientes qui préfèrent, par exemple, 2 séances, 3 séances, qui cherchent 4e séance. C'est pour vraiment un maquillage semi-permanent parfait. L'application, ça dure entre 45 minutes, 1 heure le maximum, parce qu'on va appliquer déjà le sérum. On va préparer d'abord la peau, on va mettre le sérum, faire le passage avec le dermapen, le stylo dermapen pour pénétrer le sérum. Après, on applique les pigments colorés et on fait le passage par toujours le dermapen. Donc, il est un peu, quand même, le BB Glow un peu moins cher que la chirurgie esthétique et les interventions chirurgicales. La nouvelle technique du BB Glow, bien pour avoir une peau en porcelaine, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui avec Nadjet Belbia. Alors vous nous avez ramené même le stylo, c'est ça? Dermapen, oui. Le dermapen. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, je mets ici pour que le téléspectateur entende ce que ça fait. C'est ça. Ouh là, attends. C'est des minuscules aiguilles qui font pénétrer le produit qu'on veut souhaiter pénétrer. Qui font pénétrer le produit à l'intérieur de la peau, c'est ça? Est-ce que ça ressemble un petit peu au micro-needling? Donc, le BB Glow se regroupe le micro-needling et le maquillage semi-permanent. C'est un ensemble, donc on ne peut pas faire... D'accord, c'est une continuité, c'est ça? Continuité, donc on ne peut pas faire le BB Glow, c'est-à-dire le fond, les pigments colorés, oui, avant de mettre les sérums de micro-needling. Donc le sérum, c'est une base, oui, avant de mettre... C'est comme le maquillage quotidien. Alors, et comment prépare-t-on l'application du BB Glow? Alors, au premier lieu, d'abord, on va nettoyer la peau en profondeur. En plus, on applique le sérum, c'est-à-dire en principe actif, riche, et je le pénètre avec le stylo dermapen aussi, c'est-à-dire avec l'appareil. Après, on met les pigments colorés. Donc, les pigments, ça, c'est selon le choix de la cliente. Je ne sais pas si notre Aïcha Talhaoui, la réalisatrice aujourd'hui, j'espère qu'elle va nous montrer ces teints, on va dire, différents teints. Ça, c'est les pigments colorés. C'est les pigments colorés. Voilà. Voilà. Oui, continuez. À côté, c'est les sérums. Donc, les sérums, bien sûr, selon le type de peau, c'est-à-dire sèche ou grasse ou mixte ou foncée. Et les pigments, bien sûr, selon le choix de la cliente. Il y a des clientes qui cherchent, par exemple, un éclaircissant. On applique éclaircissant. Il y a des clientes qui cherchent selon leur teint. On applique un fond de teint, bien sûr, selon leur teint. Et en plus, c'est l'avantage de BB Glow qu'on peut mettre aussi des contouring. C'est-à-dire, on peut d'accord, vous pouvez dessiner voilà, le contouring. Contouring semi-permanent. Ah, très bien. Alors, bon, vous êtes en train de me dire qu'il y a des clientes qui souhaiteraient s'éclaircir la peau, mais une brune, si elle choisit, on va dire, un teint plus clair que sa peau même, ça ne ferait pas un petit contraste? Non, donc pour l'éclaircissement, il y a des clientes qui cherchent 2-3 tons. On ne peut pas. On fait un ton moins ou bien un ton foncé.
Donc on ne peut pas éclaircir 2 ou 3 tons différents ou prototypes, c'est-à-dire la couleur d'origine de la cliente. Alors, est-ce que c'est une technique permanente ou semi-permanente? Non, c'est une technique semi-permanente, Imen. C'est-à-dire on applique ça en 4 séances pour avoir un teint clair et bien maquillé pendant une année. Pendant une année, 12 mois? Pendant une année, oui. Ah d'accord, très bien. Pendant une année. Très bien. Alors, quelles sont les conséquences du BB Glow? Alors, après l'application, elle va voir des rougeurs, c'est tout à fait normal. C'est la micro-perforation au niveau d'épiderme. Donc, la cliente, elle va voir des rougeurs automatiquement après la séance, des croûtes après 48 heures, c'est tout à fait normal. Mais après 8 jours, elle peut, c'est-à-dire, elle va avoir un teint normal. Il faut éviter pendant 8 jours tout ce qui est bain, sauna, hammam, vapeur, la piscine, pour éviter tout ce qui est chlore, pour laisser, c'est-à-dire la peau, c'est-à-dire pour faire les croûtes, c'est-à-dire après que les croûtes tombent. Ah d'accord, ok, donc ça va former des croûtes. Des croûtes, c'est voilà. tout à fait normal, c'est normal. Du moment que ce sont des petites aiguilles. De petites aiguilles. Voilà. Est-ce que ça fait mal pendant l'application? Non, ça ne fait pas mal. Dans l'application, déjà, c'est sans anesthésie. C'est des petites piqûres. En plus, le dermapen, mais ça m'a fait mal, moi, sur ma main. Non, mais il faut le réglage, Imen. Ah, d'accord. C'est le réglage selon le pigment et selon le tube de peau. C'est-à-dire selon la micro-perforation et le résultat recherché, on règle la vitesse de la micro-perforation. C'est des réglages. Ah, d'accord. Alors, pour un bon BB Glow, il faut combien de séances? Alors, 4 séances, jusqu'à 4 séances, c'est le maximum. C'est-à-dire que ça dépend le teint. Et ça dépend du résultat recherché. Donc, pour avoir un maquillage... Ça dépend de la peau? Ça dépend de la peau, oui. Donc, on peut aller jusqu'à 4 séances, intervalle de 15 jours. Il y a des clientes qui font 2, 3. On peut avoir un teint bien maquillé. Et le bien dans le dermapen qu'on peut aussi utiliser le BB Lips, c'est-à-dire le rouge à lèvres semi-permanent. Ça s'applique comme le fond de teint, c'est-à-dire des sérums de base, après les pigments colorés. Donc on peut choisir n'importe quelle couleur, rouge, pêche, rose, brique, ce que vous voulez. Donc ce que vous êtes en train de me dire, Nadjet, donc le BB Glow, c'est un trompe-l'œil. Donc, le BB Glow, c'est le fond de teint. Donc, la gamme bébé, donc elle regroupe les BB Lips. Le BB Glow, c'est le fond de teint semi-permanent. Le rouge à lèvres semi-permanent. Donc, il rend les lèvres pulpeuses, c'est ça? Non, coloré. Non. Ah d'accord, coloré. C'est pour repulper, ça c'est une autre astuce. Voilà. Ça c'est une autre tendance. Oui. Un autre stylo pour repulper les lèvres. C'est l'Europen. Ça c'est, on a l'occasion de se parler de l'Europen, Inch'Allah. Ça c'est pour repulper les lèvres. Mais pour rendre les lèvres colorées, c'est le maquillage, c'est le rouge à lèvres semi-permanent. Et on peut mettre aussi avec le dermapen toujours le baby brush, c'est-à-dire le fard à joues semi-permanent. Donc la femme avec la gamme baby. Alors, vous nous avez ramené tous les bibis, quoi. Voilà. Donc, mais plus plus de demandes en Algérie, c'est plus le BB Glow, c'est-à-dire le fond de teint. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le BB Glow réduit les rides? Oui, bien sûr. Il réduit les rides, les ridules, il rend la peau, c'est-à-dire ferme, voilà. Et il resserre les pores dilatés. D'accord. Et quoi encore? Quels sont les bienfaits du BB Glow? Alors, les cernes, les poches, les taches. Il fait disparaître les cernes. Les cicatrices d'acné, d'unifier le teint, redonner un éclat. D'accord, très bien. Eh bien voilà, mesdames, vous connaissez l'adresse, la bonne méthode et la bonne technique, la nouvelle technique, on va dire. Enfin, pour maquillage complet de semi-permanent. Très bien, donc on va directement, merci Nadjet Belbia, ce fut un plaisir. Le plaisir à moi. Vos conseils nous sont précieux d'ailleurs. À chaque fois, vous nous ramenez une nouvelle technique, une nouvelle méthode. Merci. D'accord. Alors, Zach, bonjour. Bonjour Iman. Bonjour à votre invité aussi. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le BB Glow? Non, je ne le connais pas. Ah bon? Non, j'ai pas de bébé. Ça vous intéresse pas? Je ne suis pas mariée encore. Ben d'accord. Très bien, alors je vous laisse avec votre invité. D'accord, merci Iman. Alors on passe la vidéo ou bien on passe directement? D'accord, ok.
Ok, il n'y a pas de souci. Pour commencer, le public est impatient de vous connaître. Alors, comment vous décrivez-vous? Donc, merci beaucoup. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'est Ashraf Doron. Ok. Gdiyel. Ok. Donc, c'est Ashraf Doron. Ashraf, c'est le nom. Doron, il est Doron, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Ou Gdiyel, le Beladia. Ok. Donc, l'essentiel en l'économie et la gestion des entreprises. Et je suis un peu de la musique aussi. Très bien, c'est bien, c'est bien. C'est ça. Parle-nous un peu de votre confinement. Le confinement. قلت طليت على قلبي. D'accord. Donc le confinement شنو نقول لك؟ رانا هنا منه. دونك ندعو ربي وكاع المشاهدين الكرام يدعو معنا ربي باش يبعد علينا هذا الوباء وتعاود تولي المياه لمجاريها ان شاء الله. والكونفينمون قاعد في الدار بيان سور. ما تخرج الا للضروره. Ça fait plaisir. يعطيك الصحة. Et comment avez-vous passé votre temps libre? مع الدار زعما الحقيقة هذه المرة الدار شبعوني. طول طون الوي وراك الوي وراك هذه الخطرة راني معاكم في الدار. Ok. En premier lieu, on va parler un peu d'art. Comment avez-vous commencé le pop arabe? Normalement, vous êtes spécialisé dans le pop arabe. Bon, premièrement, أنا كنت في الكشافة الإسلامية الجزائرية. Ok. دونك درنا ان جروب سميناه الاشراق تاع مدائح دينيه. وانا كنت كضابط ايقاع معاه. اوكي. وكنت اوسي نخدم كورال. دونك مع الوقت تعلمت و عرفت بلي عندي حنجره وين تستاهل انا نكون فردي ما نكونش كورال. اوكي. دونك اعتمدت على روحي وخدمت على روحي ودرجه هذه هي دروك راني معكم. راني كاسوليست. Donc c'était indirectement c'était le déclic pour commencer le pop arabe. Bien sûr, هذه هي. Très bien, très bien. Et quel est votre parcours? Avez-vous fait une école d'art? Non, jamais. C'était un don à carte. هذه يسمى تقول إيريديتير جبتها من عند الوالد. نحييه بالمناسبة هو ثاني فنان. الله يبارك. يعطيه الصحة. نحييه بالمناسبة ديدي جمال فنان. دونك من عنده هديت الانسبيراسيون. Il était spécialisé dans le chant, l'instrument. شوف تال بير تال فيس راني كيفاه. الله يبارك. Ça fait plaisir. Et si je te dis que signifie un artiste pour toi? Bon, artiste بالنسبة لي هو يوصل رسالة. نقطة. Directement. Et concernant les sources d'inspiration pour toi? Inspiration هي كل مجال وتدي فنان تنسبيرا منه. ستادير انت بالك تعرف زاك في الدومين. كل طبع او كل طبع هذه هي في الرايوي تدي شاب خالد تروح للقسنطيني تدي تاع قسنطينه. Donc un cocktail musical. Cocktail musical, ouais. De la musique, du patrimoine musical algérien. Bien sûr. Ça fait un cocktail pour faire sortir ton style à toi. حاجة شابة ما تسمع باسكو كون ما عندكش لوغي ميوزيكال ما كاين لا تدخل في لا ميوزيك. C'est vrai. Vu que vous avez fusionné entre deux styles, le pop arabe et le wahrani, j'aimerais bien écouter une a cappella à خفيفة. يعطيك الصحة. Bon, بالمناسبة c'est ديت le troisième prix. La chanson et la musique oranaise. Exactement. En 2018. En 2018, oui. يعطيك الصحة. تما هذيك أنا درتها باش يكون كاين اسم ديدي أشرف في المجال الفني. Très bien. فهمت تما هذيك انطلاقة. Une trace. يعطيك الصحة. هذيك انطلاقة بالنسبة لي أنا إن شاء الله. Très bien. يعطيك الصحة. Vous pouvez nous chanter une petite partie? Bien sûr. غادي نغني لك اللي بحث بها. Ok, y a pas de souci. للفنان الراحل أحمد وهبي. الله يرحمه. نعيت يا قلبي يا وعدي نعيت ما تخبي يا وعدي نعيت يا قلبي يا وعدي نعيت ما تخبي يا وعدي واليوم بان حبي يا وعدي قلبي ما بغاش يسعفني وعيني ما رضات تعاوني قلبي ما بغاش يسعفني وعيني ما رضات تعاوني نويت نمحي الحب من بالي لكن يا تهوالي نبقى بلا كلام قدام ريم الريام
زينة العيادي يا وادي. الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Maintenant, on passe vers vos études. Normalement, d'après la présentation de la BELEC, vous êtes spécialisé. Vous avez choisi une branche d'études un peu délicate. C'est la gestion des entreprises. Économie et gestion d'entreprise. Pourquoi avez-vous décidé d'étudier cette branche? بون باش ما ندركوش نستمش بالغربال انا كنت على باس سيونتيفيك. اوكي يعطيك الصحة. و تما تنجم تقول مكاتب، انا هذا الشوا ما خيرتهاش. مي المكتب اللي قاصني ليه باسكو انا ما كانش كاع في راسي، تما واحد يكون سيونتيفيك ابخي يروح جيستيون سي ماشي نورمال. ماشي سي ديفيسيل شويه. يعطيك الصحة. تما بتي بتي تقدر بروحك وبالسيف راك تقرا، انت راك تقرا باش تخدم لافونير تاعك. Ouais. يعطيك الصحة. فوالا هذه هي دونك ربي كتب لي نقرا. C'était plus fort que moi كي نقول. نجم تقول. Ça, il n'y a pas de souci. D'après ce que j'ai comme information, je vois que vous êtes une personne très dynamique. Donc on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous ne savez pas pas faire. حاجة ما تعرفش ديرها. حاجة ما نعرفش نديرها. بزاف صوالح ما نعرفش نديرهم. Par exemple. ما نعرفش نطيب. C'est bien. Hein? beaucoup de choses والله يعني تنسى. سما الانسان يحتفظ بالايجابيات تاعه. السلبيات شويه يهملهم. اوكي. دونك على تما تبازي على الايجابيات. ما بون على كل حال ما نعرفش ندير بزاف صوالح. واش تعرف دير؟ Tu sais quoi faire? ونعرف ندير بزاف صوالح ما شاء الله عليا. Par exemple. نعرف نسيق، نعرف نخدم، نعرف لو ميناج. الميناج راني هنايا باسكو علاه تسمى الوالده راهي مريضه شويه نحيها بالمناسبه. راك تشوفي فيا قولي صح باللي راني نعاونك شويه في الدار. تما نروح نخدم وكي نجي نعاونها شويه. دونك شويه زعما هي ما نجموش نديروا الحاجه ولا الحاجه الصعيبه اللي هما داروها لنا كاع حياتنا. مي شويه باش تحس باللي عندها وجهها راه واقف معاها. فوالا سي بيان سي بيان. L'art et les études dans la gestion des entreprises. Normalement, tu as un profil concernant le sport. يعطيك الصحة. هي قبل أنا من نكون فنان. كنت جوار دو فوت. ملي كنت بوزان لعبت مع قديل تاعنا ولعبت مع لوما أرزو. ولعبت مع كايسو دورون. اوكي. دونك شيء الحاجه اللي خلتني نروح للفن. بون انا كنت نمشي معاهم اون باراليل، كنت نقرا ونلعب ولا اون ميم طون في لا ميوزيك. الحاجه اللي خلتني نميل لهذه بزاف سي كو لا بليسيور. سي بون لا بليسيور هي اللي خلتني نروح للمجال الفني بزاف ونبازي عليه. D'accord, très bien. Justement, j'allais vous poser la question concernant pourquoi vous avez passé du sport vers l'art. Donc c'était ça la cause? هذه هي لا كوز. من تبليسيت ما كانش حاجه. دوماج. فوالا دروك تما راني غير برا. دوماج. مكاتب تاع الله. J'aurais aimé que nous chanter une chanson du papa rap. Oui, avec la guitare. Avec plaisir. Ok. هذه للفنان حاتم عمور. اوكي. خوتنا المغاربه. Il n'y a pas de souci. Très bien, ben on y va alors. D'accord. Une demande surprise. قلبت لي كاع المقام. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. وانتي سبابي عيشتيني في الدور، حي عليا كل يوم نحيا ونموت، طال الحال تبغاش عليا يفوت، سرايي وهرايي بغيتي الكمال وقلتي لي صايي، انا في عشقك وحدي البطايي، تهمتيني قلتي داير رايي، يا وعدي يا وعدي ومازال عشقك في البال، ننساك محال اللي نسيتينا يا
تطواني العمر حكمة القدر بالك كاش نهار جيت تقسي علينا. Justement, j'ai envie d'une autre chanson. Vas-y. Propose-moi une. On la chante ensemble. J'espère. Voilà, on te propose Elia. Tiré du terroir algérien. J'espère. C'est une chanson algérienne. Et راني دايرها في الكليب ديالها. Oui, c'est bon. ينك وقلبي نيتك يا عشقها ما دار فيا صايدي قلت يا هو اللي بغيت راحت عليا زادت سمحت فيا يا بروحي من الليل جيسبر تكوني غاية ماشي كيما كنتي معايا جيسبر ما تكونيش مغبونة تكوني بيان ماشي محقورة جيسبر تكوني لقيتي اللي بغيتيه وتهنيتي جيسبر انا جيسبر تكوني غاية ماشي كيما كنتي معايا جيسبر ما تكونيش مغبونة تكوني بيان ماشي محقورة جيسبر تكوني لقيتي اللي بغيتيه وتهنيتي جيسبر انا جيسبر Ça me manque là. bravo. ونحيي بالمناسبة غير واحد الماناجر تاعي اللي مصبح مسكين وانا غاب جيب لي هذه جيب لي هذه هو اكرم فرحات اللي نحييه بالمناسبه. وي اكرم الله يعطيك الصحه خويا. ميرسي بوكو. Ah oui, c'est vrai, c'est un ami pour moi aussi. Donc on s'est déjà parlé il y a quelques jours. Donc on a parlé de ça aussi. Et surtout, j'aimerais bien vous poser la question concernant le futur. Quel est le nom du métier dont vous rêvez de faire? Bon, بإذن الله. Inch'Allah, le commerce. Le commerce. Le commerce. De... حاجة اللي نبغيها أنا. Le commerce. والحاجة اللي كتبها لي ربي نوصلها. Ok, donc le commerce, حاجة اللي كتبها ربي. يعطيك الصحة. Bon, si vous voulez s'engager dans le commerce, il faut un engagement, il faut oser, il faut travailler, il faut... Bien sûr. Bon, وراني فيه على كل حال. Oui. إن شاء الله نزيدو نطوروه، نزيدو نكبروا الحال بإذن الله. Je serai là à votre disposition si vous êtes demandé, d'accord? على ربي يخليك ربي يخليك. Et avec plaisir. Et concernant la famille, est-ce que vous avez un encouragement familial? Bien sûr, ouais. Soit côté mère ou la côté père. Côté mère c'est une famille تمار و côté père ديدي يعني الله يبارك واقفين معايا ويشرفوا عليا. فوالا وكي نكون غادي ندير حاجه على كومونتير زعما يشجعوني. اشرف وانت اشرف يا درا كاش جديد. الحمد لله على كل حال. ونشكرهم باسكو علاه لو كان ما يكونش الدعم ما يكونش كاين التواصل تاعك وما تكونش كاين انت ما غاديش تكون toute seule هكا وي tu te sens mal à l'aise. Et au niveau de la maison, vous chantez avec le père, le papa? Au niveau de la maison. Ouais. قلبي لها والديها. Bon انا C'est hebdomadaire ولا chaque week-end ولا؟ ça dépend على حساب انت والمورال تاعك. على حساب انت والمورال تاعك دي فوا تدخل ناشط دي فوا تدخل عايم الخدمه دي فوا كل خطره وكيش. Et le papa? Essentiel toujours on fait de l'ambiance. Le papa il préfère quel style? ماروكان ويكون ولا اعراس ثاني اعراس مام الجيريان يكون رقاده نقولوا حنا. واه سيدي. Au niveau de la maison رقاده. مسكين. Ça fait plaisir. Donc un mot de fin pour le public concernant ta page Instagram et Facebook, vous pouvez le passer au public. Instagram c'est Didi Ashraf Off. D'accord. Ou Facebook c'est Ashraf Didiano. Très bien. بغيتش نديرها كيما النكوه. Ok. يعطيك الصحة. Donc merci beaucoup Ashraf avec plaisir. Ta présence, pour votre présence. Plaisir. Inch'Allah on se reverra bientôt Inch'Allah. Ok. Inch'Allah ya Rabbi. Ok. Iman. Oui. Ça y est, c'est bon. L'antenne, d'accord. C'est la fin. Déjà? Donc c'est plus fort que nous. Très bien. Merci Zach et merci Avec aussi plaisir. à votre invité. Merci de nous avoir, on va dire, je vais le dire en arabe, hein, Zach. Hein. Merci Lisa Hen à le plateau. Voilà.
Merci. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, avant de vous dire au revoir et au lundi prochain, eh bien, je préfère, on va dire, c'est bon? Oui. Alors, je remercie toute l'équipe qui a... D'accord. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission aujourd'hui. Merci à Aïcha Telhaoui, à Choukri Sali aussi qui était là et qui nous a monté tous nos sujets. Et merci à tous nos caméramans, à tous nos techniciens, à tous. Merci Zach, merci aux jeunes artistes avec lesquels on va finir. Je vous souhaite, chers téléspectateurs, eh bien, un bon week-end. On vous retrouve le lundi, toujours d'Oran sur Brise d'été. Au revoir.